Bonjour à tout le monde, j'espère que vous nous entendez bien. Si jamais, si vous ne nous interrompez pas, on part du principe que tout fonctionne. C'est un plaisir pour nous d'être là aujourd'hui pour vous expliquer comment fonctionne le marché du logement et les différents mécanismes de lutte qui sont mis en place contre les loyers abusifs en Suisse. Donc, pour commencer, je vais vous dire quelques mots. Je ne sais pas si ça fonctionne. Oui, Ah, tout est OK, on voit bien. pardon, je m'excuse. Donc, pour commencer, je vais vous dire quelques mots sur notre association, l'Association suisse des locataires. Ensuite, je vous donnerai quelques éléments de contexte sur le marché du logement en Suisse. Je passerai ensuite la parole à Mathieu, qui vous expliquera les différents mécanismes légaux qui existent à disposition, qui sont à disposition des locataires pour leur protection, et qui vous expliquera les systèmes de fixation des loyers, ainsi que la contestation du loyer. Et puis finalement, on terminera cette présentation en vous expliquant un petit peu quelles sont nos revendications donc, de l'association suisse des locataires. Donc Mathieu Lou est membre du comité de l'association suisse des locataires et puis moi je suis secrétaire générale adjointe. Donc pour commencer, l'ASLOCA est une association privée et indépendante qui a pour but de défendre les locataires. Elle est active sur tout le territoire suisse et puis elle compte 230 000 membres, ce qui fait d'elle quand même une grande organisation pour la Suisse. Elle est composée de 21 sections régionales qui effectuent en fait de la défense individuelle des locataires en renseignant les locataires sur leurs droits juridiques, en accompagnant les locataires lors de consultations juridiques, etc. Et puis, la SLOCA est aussi active au niveau collectif, et puis elle s'engage politiquement en faveur des locataires à l'échelon national et régional. Donc, au niveau politique, la SLOCA agit dans différents domaines, que ce soit dans le domaine du droit du bail, de l'encouragement à la construction de logements d'utilité publique. Elle s'engage pour l'habitat, pour l'environnement, différentes thématiques aussi liées à l'aménagement du territoire et à la fiscalité immobilière et du logement. Je passe maintenant à quelques éléments de contexte sur le marché du logement en Suisse. Il faut savoir qu'en Suisse, la majorité des habitants et habitantes vit dans des logements loués. Donc ça rend la Suisse assez particulière. Donc en Suisse, on a en fait 2,4 millions de ménages qui habitent en location. Donc ça correspond à 61% des ménages. Les cantons, il faut savoir qu'il y a des grandes différences régionales. Donc, par exemple, dans les cantons urbains comme le canton de Genève ou bien de Bâle-Ville, on peut avoir jusqu'à 80% de locataires. Et puis, dans d'autres cantons qui sont plutôt ruraux, comme par exemple le canton du Valais, là, on a une proportion totalement différente, avec environ 40% de locataires seulement. Mais c'est vrai que la Suisse, c'est quand même un cas assez particulier qui est composé d'une majorité de locataires, ce qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays en fait en Europe. Donc pourquoi est-ce qu'il y a autant de locataires en Europe, en Suisse? C'est une addition de facteurs. L'accès à la propriété est très très cher, on reviendra là-dessus après. En Suisse, on a aussi le coût de la main-d'œuvre qui est très cher, le prix moyen de la construction, etc. Donc, les compétences pour les politiques du logement en Suisse sont une tâche conjointe des trois échelons de l'État, donc la Confédération, les cantons et puis les communes. Dans la Constitution fédérale, on retrouve deux articles qui parlent justement de cette thématique. L'article 108 de la Constitution fédérale qui demande que la Confédération encourage des logements à loyer ou à prix modéré. Et puis l'article 109 de la Constitution fédérale qui demande à la Confédération de lutter contre les abus et donc contre les loyers abusifs. Et puis sinon, les cantons et puis les communes ont aussi différentes compétences dans la thématique du logement.
Par rapport au profil des acteurs du marché du logement, il faut dire que la proportion de propriétaires privés a fortement baissé en 20 ans. Donc, à l'époque, il y a encore 20 ans, les propriétaires privés représentaient environ 57% des propriétaires, et puis cette part correspond aujourd'hui plus qu'à 44%. On a connu dans le marché locatif un transfert de propriété. Et puisque le marché du logement offre des rendements très élevés qui sont impossibles à réaliser dans d'autres opérations de placement, la Suisse est devenue particulièrement intéressante pour les investisseurs. Donc, on est passé en fait de propriétaires privés à des investisseurs, à des grands groupes immobiliers. Dans cette catégorie, on peut avoir des compagnies d'assurance, des groupes bancaires, des sociétés anonymes de l'immobilier ou encore des caisses de pension. Ces grands groupes donc, ont acquis des immeubles et puis les ont transformés en véritables objets de placement en vue d'en tirer un rendement maximal. Et puis ces acteurs, contrairement aux propriétaires privés, sont soumis à une autre logique que les personnes physiques. Il y a aussi un autre phénomène qui a été visible sur le marché du logement ces dernières années, c'est le transfert de propriété à des personnes à l'étranger. Donc, on a une loi qui s'appelle la Lex scolaire qui a été, on va dire, adoucie en 2005. Et puis, depuis, plus de 50 milliards de francs supplémentaires ont été injectés sur le marché des transactions via ces canaux. Ainsi, de plus en plus de capitaux se disputent les terrains et les biens immobiliers rares, ce qui a pour effet de faire monter les prix de l'immobilier et donc des loyers. On se retrouve donc dans une situation en Suisse avec des loyers qui sont très, très élevés et qui sont en constante augmentation depuis plus de 30 ans. Donc, dans le panier type, le ménage accorde une grande partie au logement et puis à l'énergie, 27% en 2022. Si on prend toute taille de logement confondu, le loyer mensuel net en 2021 se monte en moyenne à presque 1400 francs au niveau suisse. Et puis là encore, on a des grandes différences régionales. Par exemple, dans le canton de Zurich, on a une moyenne qui peut aller jusqu'à 1800 francs par mois. La SLOCA a mandaté un bureau d'études en 2022 qui a mené une large étude et qui arrive à la conclusion qu'entre 2006 et 2021, les loyers ont subi en Suisse une hausse nettement supérieure à celle à laquelle on aurait pu s'attendre compte tenu de l'évolution des principaux facteurs de coût et de la rémunération des fonds propres. Donc la différence sur les 16 années étudiées s'élève à 78 milliards de francs au total, ou 15% des loyers nets versés durant cette période. Donc pour chaque logement, cela correspond à un transfert de richesse de 200 francs par mois en moyenne de la poche des locataires à celle des bailleurs et des bailleresses. Donc il faut savoir que ces augmentations de loyers ont lieu surtout lors des changements de locataires. Donc en Suisse, on a un fonctionnement où les loyers sont adaptés à un taux d'intérêt de référence qui a été établi depuis septembre 2008. Et puis donc les bailleurs-bailleresses peuvent adapter les loyers en fonction de l'augmentation, de la diminution de ce taux d'intérêt de référence. Et bien que ce taux ait baissé à 5 reprises d'0,25% depuis 2008, cette baisse n'a pas été répercutée sur les loyers en fait, que dans un bail sur 6. On arrive justement donc à une situation où les loyers ne correspondent plus à la réalité. Et puis s'ajoute à cela une augmentation de ce taux d'intérêt de référence qui est attendu pour juin 2023. Donc les locataires en Suisse se retrouvent dans une situation très tendue. Les locataires sont sous pression depuis plusieurs années maintenant. Donc justement en raison de ces rendements excessifs des bailleurs et des bailleresses. Et puis à cela s'ajoutent des facteurs actuels comme justement l'augmentation du taux d'intérêt de référence qui devrait arriver en 2023, mais aussi l'inflation qui peut aussi être répercutée sur les loyers. Mathieu en parlera un peu plus tard, ainsi que la hausse des frais accessoires liés à l'augmentation des prix de l'énergie depuis l'année passée. Donc les loyers pourraient augmenter de plus de 10% d'ici à 2024. À cette problématique, on a un phénomène qui est assez récent sur le marché locatif,
c'est le manque de logements en dehors des localités. Avec le boom de la construction de logements locatifs de la dernière décennie, le nombre de logements vacants n'avait cessé de croître jusqu'il y a 2 ans environ. La forte réduction de la construction amorcée à la fin des années 2010 s'est traduite avec un certain décalage, mais de façon d'autant plus nette, par la pénurie d'offres de logements locatifs. Donc, on a des taux de logements vacants un taux de logements vacants qui est passé de 1,54% à 1,30% au niveau national. C'est une baisse record qui concerne principalement les logements locatifs, puisque le taux de vacances pour les logements en propriété était déjà très, très bas. Et puis, je vais encore vous dire quelques mots sur les logements publics et puis les coopératives. Donc, les logements d'utilité publique combinent les avantages du logement en location et du logement en propriété. C'est une sorte de troisième voie qui confère aux habitants un droit de participation et davantage de sécurité que les contrats de location usuels. Il y a en Suisse près de 2000 maîtres d'ouvrage d'utilité publique. Et donc, ces maîtres d'ouvrage d'utilité publique, ce sont des coopératives, des fondations, des sociétés anonymes qui constituent les principaux partenaires de la Confédération pour l'aide au logement. Ensemble, ces maîtres d'ouvrage d'utilité publique possèdent plus de 185 000 logements, mais en réalité, même si ça peut paraître beaucoup comme ça, ils ne représentent que 5% du marché du logement de notre pays. Et ce qui est intéressant avec ces acteurs, c'est qu'ils pratiquent des loyers basés sur les coûts ou aussi loyers à prix coûtant. Ils ne facturent au titre du loyer que le montant des coûts effectifs, y compris les provisions et amortissements. Donc, ces logements publics permettent justement de soustraire les logements à la spéculation et de proposer un modèle d'habitat alliant les avantages de la location et de la propriété. Mais dans toute la Suisse, la part de ces logements a malheureusement diminué ces dernières années. Et bien que de nouveaux logements soient construits en permanence, leur part est vraiment faible par rapport à la production totale de logements. La SLOCA avait d'ailleurs lancé une initiative davantage de logements abordables il y a maintenant quelques années, mais cette initiative populaire a été refusée en février 2020. Les locataires peuvent aussi avoir accès à des logements subventionnés, mais là, on est dans le cadre de politiques cantonales ou bien même communales, où les cantons ou les communes peuvent justement verser des subventions directement aux locataires pour diminuer les prix des loyers. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur les éléments de contexte. Je m'excuse si je n'ai pas été très claire, c'est un peu compliqué de ne pas vous voir et puis de faire une présentation comme ça. Mais voilà, si jamais on sera à disposition plus tard pour les questions. Et puis, je passe la parole à Mathieu Loup, qui va vous dire quelques mots sur les mécanismes de protection des locataires et puis les systèmes de fixation des loyers. Merci beaucoup. Merci. Et c'était très clair. Merci pour cette première partie introductive qui permet un peu de poser le contexte. Bonjour de ma part aussi. Je vais procéder de la même manière, sauf grand signe à la caméra. Je pars du principe que vous m'entendez clairement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, vraiment sur la question des loyers en particulier, je souhaiterais vous dire quelques mots sur les différents mécanismes de protection de manière générale qui existent dans la loi pour les locataires. Ça permet aussi de cerner un petit peu le paysage. C'est vraiment un survol. Ce qui est important de noter, c'est qu'en vertu de la construction juridique de l'ordre juridique suisse place la compétence de régler le droit des contrats en général et le droit du bail en particulier dans les mains exclusives de la Confédération, dont toutes les règles protectrices des locataires au sens contractuel du terme découlent du droit fédéral. Donc il n'y a pas de marge de manœuvre pour les cantons ou les communes de les modifier. C'est le code des obligations et puis l'ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitation et de locaux commerciaux, qui sont les deux textes de référence. Si on fait des groupes un petit peu des grandes familles de normes protectrices, il y a toute une série de normes sur les défauts de la chose louée, avec une série de droits pour le locataire, droit à la remise en état, le droit à la réduction du loyer, le droit à des dommages-intérêts, avec notamment comme outil la possibilité de consigner le loyer jusqu'à l'élimination du défaut, c'est-à-dire de verser le loyer sur un compte en banque bloqué
et pas directement aux propriétaires comme moyen de pression. Il y a tout un volet de protection contre les congés, donc contre les résiliations, avec des exigences de forme, notamment l'exigence de recourir à une forme écrite particulière sur une formule agréée par l'autorité. Et puis des normes de fond avec une protection contre les congés contraires à la bonne foi et ça a son importance aussi en lien avec la protection contre les loyers abusifs, la protection contre les résiliations suite à des procédures de conciliation ou des procédures judiciaires durant 3 ans qui suivent l'issue de cette procédure. Puis il y a également un droit dans certaines circonstances à la prolongation du bail en cas de résiliation, donc simplement un report de l'effet de la résiliation. Puis la jurisprudence a également, dans le domaine des congés, reconnu un droit à ne pas se voir enchaîner des contrats à durée déterminée. À un moment donné, même si les contrats à durée déterminée s'enchaînent, les tribunaux les considéreront comme des contrats à durée indéterminée s'ils ont pour but d'éluder les dispositions protectrices du locataire. Ensuite, la question de la protection contre les loyers abusifs sur laquelle on reviendra plus en détail, donc je ne vais pas m'attarder à ce stade. Et puis, une liste d'autres droits, plus pour, encore une fois, poser des éléments de contexte, différents droits à l'information quant au loyer payé par le locataire précédent, protection dans le domaine des frais accessoires, où on part du principe qu'ils sont inclus dans le loyer, sauf s'il y a une convention spéciale qui prévoit leur mise à charge du locataire, ce qui est le cas dans la majorité des cas, mais disons que le principe de la loi fait que ces frais sont normalement inclus dans le loyer. Un plafonnement des sûretés à 3 mois de loyer au maximum pour les baux d'habitation, et puis différents droits, notamment en matière de travaux d'importance dans les biens, éviter les mécanismes où on commence par résilier et puis durant la période avant que la résiliation prenne effet, on impose des travaux complètement démentiels aux locataires. Voilà un petit survol un petit peu de ces grands groupes de dispositions protectrices des locataires. Si on passe au système de détermination des loyers, de fixation des loyers. Donc en Suisse, on distingue entre 3 grands systèmes, les loyers absolument libres, les loyers libres et les loyers contrôlés. Les loyers absolument libres, ils concernent les habitations qui sont dites de luxe, parce qu'elles contiennent 6 pièces au moins, les appartements de vacances qui sont loués pendant 3 mois au maximum, et puis il y a quelques spécificités dans lesquelles je ne vais pas rentrer maintenant, mais donc c'est une catégorie très limitée de biens, et puis pour lesquels les mécanismes de protection de la loi contre les loyers abusifs ne s'appliquent pas du tout. Donc il n'y a pas la possibilité d'obtenir un contrôle par une autorité quelconque du montant du loyer. Les seules règles qui s'appliquent, c'est les règles générales du droit des contrats, notamment ce qu'on appelle l'usure. Donc quand véritablement une partie profite ou abuse manifestement de son statut par rapport à l'autre, donc des cas extrêmement limités. Mais c'est un phénomène qui est les loyers absolument libres sont relativement marginaux. Les loyers contrôlés, à l'inverse, donc ça c'est vraiment le système où on a une fixation impérative d'un plan de loyer par une collectivité publique qui a généralement pour pouvoir s'arroger le droit de fixer le loyer, contribuer d'une manière ou d'une autre à la construction du logement, généralement par des subventions, des cautionnements, des prêts. Donc c'est vraiment l'idée d'une politique sociale du logement, l'intervention de la collectivité publique dans la mise à disposition de logements, et puis la contrepartie pour obtenir pour des investisseurs privés ces fonds en soutien, c'est qu'ils doivent se tenir à un plan de loyer qui est fixé par l'autorité. Il faut savoir que c'est le système qui prévalait de loyer contrôlé, pas forcément les subventions, mais vraiment le mécanisme de contrôle du loyer entre 1914 et 1925, puis après de nouveau entre 1936 et 1965. Donc on discute à l'occasion, c'est notamment une des revendications de l'ASLOCA de revenir à des mécanismes de contrôle. On nous répond que c'est complètement absurde, que ça n'a jamais existé, mais c'est bon de se rappeler que historiquement, des mécanismes de véritable contrôle du loyer ont existé. Et puis la troisième de ces
catégorie de loyer qui est de fait la plus représentée, ce sont les loyers libres. Donc, c'est-à-dire que le principe, c'est la liberté contractuelle. Les parties fixent entre elles le loyer. Généralement, en tout cas dans les baux pour les habitations, le bailleur fixe un loyer que le locataire accepte. Dans des situations un peu plus particulières, notamment dans les baux commerciaux, quand vous avez un équilibre plus fort entre les parties, on peut aboutir à de véritables négociations. Mais le concept, c'est la liberté contractuelle avec un mécanisme de protection en cas de loyer dit abusif, en exécution du mandat constitutionnel que Pauline a évoqué tout à l'heure, donc l'article 109 de la Constitution. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce mécanisme de protection contre les loyers abusifs, il va trouver à s'appliquer uniquement à la demande du locataire. Donc on n'est pas dans une logique de contrôle systématique des loyers, vous n'avez pas une autorité qui se penche systématiquement sur tous les nouveaux baux pour déterminer si le loyer qui est pratiqué est conforme à la législation. Il faut que le locataire, en théorie pure, la loi n'interdit pas au bailleur de se plaindre du loyer, mais c'est une situation qui n'existe pas en pratique vu que justement, c'est a priori le bailleur qui fixe le loyer, mais elle suppose que le locataire devienne actif et puis de recours à une commission de surveillance, enfin se manifeste et active ces mécanismes de protection qui existent en sa faveur. La jurisprudence a fixé toute une série de critères qui ont été repris dans la loi. Enfin, il y a tout un mécanisme de co-construction finalement entre la jurisprudence et l'adaptation des textes légaux pour déterminer qu'est-ce qu'un loyer abusif. Donc, comme dit, le mécanisme de protection qui prévaut dans la majorité des cas, situation de loyer libre. Les dispositions légales permettent aux locataires de se protéger contre les loyers qui sont abusifs. Et puis, on considère qu'un loyer est abusif s'il offre au bailleur un rendement excessif. Donc voilà, la loi se contente de lire excessif, charge à la jurisprudence de déterminer qu'est-ce qui est excessif. Par rendement excessif au sens de cet article, on s'attache au rendement net, donc les revenus nets du bailleur après le paiement de toutes les charges. Et puis ce rendement net, quelle est la base de calcul? C'est les fonds propres investis, donc le coût initial de la chose louée, déduction faite des fonds étrangers, puis toute une série de variations sur lesquelles on reviendra. L'article 269 du Code des obligations pose donc ce principe du loyer abusif s'il procure un rendement excessif. Et puis, vous avez ensuite à l'article 269A le suivant, une série d'hypothèses dans lesquelles on dit, sous la forme de présomption légale, que le loyer n'est pas abusif s'il se situe dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier, il peut être justifié par des hausses des coûts, des prestations supplémentaires du bailleur, ou alors, pour les cas de construction récente, il se situe dans les limites du rendement brut permettant de couvrir les frais. Comment est-ce qu'on calcule finalement le loyer qui est admissible? Donc, vous avez différents critères sur la base desquels la jurisprudence a établi différentes méthodes. Ce n'est pas tout évident de présenter le survol de ces mécanismes en quelques minutes. Il y a des colloques entiers de plusieurs journées qui se déroulent uniquement sur la question du calcul des loyers. Donc, la présentation contient un certain nombre de grossièretés ou disons du moins de raccourcis. Donc, vous avez des critères absolus et puis des critères relatifs, tout comme vous avez une méthode absolue et une méthode relative. Quelle est la distinction principale? Les critères et la méthode qu'on considère comme absolue, elles visent à examiner le loyer en tant que tel. Le loyer pratiqué à un jour J, est-ce qu'il est, oui ou non, abusif?
Et puis, à l'inverse, les critères et la méthode relative s'attachent plus à déterminer si, entre un moment donné et un autre moment, durant une période, l'évolution de certains critères fait que le loyer est abusif ou non, respectivement qu'il peut varier ou non. Donc, c'est ces deux méthodes avec une idée d'examen en soi, puis une idée d'examen liée à une évolution. Ces deux méthodes, elles vont s'appliquer à des moments qui sont différents, des moments du bail qui sont différents. La méthode absolue, elle va servir à la fixation du loyer initial et elle va permettre de se défendre contre une demande de hausse, si c'est le bailleur qui demande une hausse du loyer, donc le locataire qui va se défendre, respectivement l'inverse, si le locataire demande une baisse de loyer, et puis du coup le bailleur s'y oppose, il va pouvoir invoquer cette méthode absolue, on va examiner le loyer, est-ce qu'il procure oui ou non un rendement qui est excessif ou non. Et puis à l'inverse, la méthode relative, elle s'applique plutôt en cours de bail, qui est de dire par rapport au loyer qui a été fixé initialement, durant la période du bail, certains facteurs évoluent, et puis à un deuxième moment, on examine si l'évolution de ces critères sur la période précédente justifie une augmentation, respectivement une diminution du loyer, avec comme logique quand même principale que la méthode absolue prime dans le sens où le niveau du loyer en tant que tel, on ne pourra pas justifier un niveau excessif parce que les facteurs de fixation ont évolué durant la période précédente. Le rendement admissible des fonds propres investis, donc la jurisprudence a établi toute une marche à suivre finalement sur comment est-ce qu'on arrive à déterminer le rendement des fonds propres investis et son caractère admissible. C'est un calcul qui fait l'objet de passablement de critiques dans la mesure où, comme vous pouvez le voir, il comprend un certain nombre d'étapes. Il a autant de règles que d'exceptions. Donc en pratique, c'est un calcul qui est difficile à faire. Et il suppose un nombre important de pièces, de documents, de choses à disposition pour arriver à le mener correctement. Et on finit toujours par avoir à un moment ou à un autre des estimations qui sont relativement peu transparentes. Mais le principe est de dire, donc on prend le prix de revient de l'immeuble auquel on soustrait les capitaux étrangers pour arriver aux fonds propres investis. On les réévalue. Donc ça, c'est au moment vraiment de l'acquisition. On les réévalue en fonction du renchérissement, donc selon un indice des prix suisses à la consommation qui permet de calculer ce renchérissement. Et puis ensuite, on arrive à la question du taux de rendement admissible. Donc dans le cadre d'un calcul de rendement net des fonds propres investis, le taux hypothécaire de référence auquel faisait référence tout à l'heure Pauline, donc qui est un chiffre qui est fixé sur la base des taux hypothécaires pratiqués par l'autorité publique. Donc c'est un fait notoire qui est applicable à toute la Suisse dès sa publication. L'état actuel de la jurisprudence, c'est que on peut majorer ce taux hypothécaire de référence de 0,5% ou de plus 2% si le taux hypothécaire de référence est inférieur ou égal à 2%. On va revenir sur ce point-là. C'est une des nouveautés de cet arrêt du tribunal fédéral que vous avez en référence, la TF 147-314 de fin 2020. Ensuite, on ajoute les charges immobilières, on ventile le résultat obtenu pour l'entier de l'immeuble entre les différents appartements, enfin entre les différents biens loués, parce que ce rendement admissible se calcule par bien loué et pas au stade de l'immeuble. Et puis finalement, on procède à la comparaison avec le loyer fixé pour déterminer s'il est abusif ou non. Je rappelle, on reviendra sur le mécanisme de contestation après, que le tout se déclenche uniquement si le locataire est devenu actif, s'il a déposé une contestation. Tout ce calcul ne s'effectue pas par une autorité sur tous les nouveaux baux conclus.
Donc cette décision du tribunal fédéral de fin 2020, qui est la dernière jurisprudence applicable pour ce calcul, elle a eu un effet assez important. On est en train de percevoir les conséquences, mais c'est un changement de paradigme assez important. Auparavant, on considérait que les fonds propres investis n'étaient réévalués, enfin que 40% pouvaient être réévalués. Désormais, c'est 100%. Et puis, avant, le taux de rendement admissible était, en tous les cas, taux hypothécaire de référence plus 0,5%. Mais depuis cette décision, on fait une distinction pour savoir en fonction du taux hypothécaire de référence, s'il est inférieur ou égal à 2%, alors on peut le majorer de 2%. Et puis, dans le reste des situations, on le majore de 0,5%. Il n'y a pas besoin d'être un grand mathématicien pour comprendre que ça pose de sérieuses questions d'effet de seuil. Mais le tribunal fédéral, dans une composition pas tout à fait favorable aux locataires, il ne faut pas s'en cacher, a justifié sa décision. Je vous ai mis des extraits de considérants, je ne vais pas tous les lire, mais la considération principale, c'était que de dire depuis l'introduction du taux hypothécaire de référence, et puis cette méthode de dire on majore seulement de 0,5%, ce taux hypothécaire de référence n'a cessé de baisser, et puis on arrivait dans la situation dans laquelle, principalement pour les logements anciens, on arrivait dans une situation de disproportion manifeste entre le rendement admissible calculé selon cette formule et puis la valeur finalement de la mise à disposition du bien, ce qui fait aussi qu'on entrait dans des situations dans lesquelles on pouvait imaginer un frein à la mise à disposition de logements simplement parce que ça ne procure plus assez de rendement, avec une attention particulière pour les propriétaires institutionnels, notamment les caisses de pension, qui ont des exigences de rentabilité, avec la nécessité d'avoir un mécanisme qui procure un rendement suffisant, d'où cette modification de jurisprudence. Quelques mots maintenant sur la méthode relative. Donc le principe, vous avez votre loyer initial qui est fixé, le temps passe, et puis durant cette période, on peut imaginer la variation de plusieurs facteurs, une hausse des coûts d'exploitation, des prestations supplémentaires du bailleur, une variation des facteurs de calcul du loyer qui va permettre à un moment ultérieur de réexaminer le niveau du loyer, avec comme point de départ le loyer initialement fixé et non contesté. Donc on va s'attacher à l'évolution de ces critères durant cette période. Les facteurs qui jouent le rôle principal, je dirais, dans ce contexte-là, c'est la hausse des coûts, avec aussi cette idée de répercussion d'une forme d'inflation sur les coûts du bailleur, donc qui eux justifieraient une hausse du loyer. Et puis à l'inverse, depuis le début de l'application de cette logique de taux hypothécaire de référence jusqu'à aujourd'hui, on a eu une baisse continue du taux hypothécaire de référence qui donne un droit aussi à dans ce contexte-là, à une baisse de loyer. Et puis quand soit le bailleur, soit le locataire fait une demande, dire soit une hausse, soit une baisse de loyer, on va finalement prendre ces différents critères relatifs qui vont avoir pour effet de se compenser, partiellement les uns avec les autres. Alors ça, juste encore vous montrer, on y reviendra un petit peu plus tard, j'ai dû croiser mes slides. Ça n'a pas tout à fait de sens. Ici, c'est ce qui s'appelle, c'est la formule officielle, c'est ce droit d'information qu'a le locataire par rapport, c'est un petit peu petit j'imagine sur votre écran, mais c'est un formulaire standardisé qui permet de rendre le locataire attentif au loyer pratiqué pour le bail précédent, ou alors en cas d'adaptation du loyer, les motifs précis de cette évolution. Elle n'est obligatoire pour la conclusion du nouveau bail qu'en cas de pénurie. Et ça, c'est une des situations dans lesquelles les cantons ont la liberté, ont la compétence de l'introduire. On peut peut-être passer maintenant à la contestation du loyer. Donc, on distingue 3 situations dans lesquelles on peut contester le loyer.
En début de bail, le locataire peut contester le loyer initial, donc comme on l'a vu à l'aide de la méthode absolue. Et puis en cours de bail, le locataire peut demander une baisse de loyer, respectivement contester une hausse de loyer qui lui aurait été notifiée par son propriétaire. La contestation du loyer initial, donc ça c'est une spécificité du droit du bail qui est en fait une entorse au principe de la fidélité contractuelle. C'est-à-dire vous signez votre contrat de bail, vous recevez les clés de votre appartement et puis dès ce moment-là, vous avez 30 jours pour contester le loyer initial en considérant qu'il est trop élevé. C'est une arme qui est assez puissante pour le locataire dans la mesure où, comme on l'a vu, il est protégé contre les résiliations dans les situations où il y a eu une procédure en lien avec le bien loué. Donc c'est une arme qui est assez puissante, qui est malheureusement très très peu utilisée, parce qu'en dépit de la protection que la loi offre, le bon locataire suisse est très attaché à ses bonnes relations avec son bailleur, et puis c'est pas dans sa nature ou dans son fonctionnement habituel que de remettre en question par une procédure judiciaire un accord qu'il vient de trouver ou qu'il a l'impression de venir de trouver avec son bailleur. Donc c'est quelque chose qui est malheureusement assez peu utilisé, mais qui est assez efficace. À noter que la demande pour être recevable, il y a quand même différents critères. Ils sont listés ici, ces 3 critères qui sont alternatifs, donc il suffit d'en remplir un. La nécessité personnelle, la situation de pénurie sur le marché local, et puis l'augmentation sensible du loyer initial par rapport au loyer précédent. Donc ça, c'est le premier est relativement difficile à établir. Les 2 autres, la situation de pénurie, on va se baser sur le taux de vacances sur le marché du logement. Régionalement, il y a des régions où c'est clair, donc quelque part où vous pourrez contester, vous serez toujours en mesure de contester votre loyer initial. Et puis la dernière situation, c'est l'augmentation sensible, donc dire même en l'absence de pénurie et même en l'absence de nécessité personnelle, si le locataire précède, si entre les 2 locataires, on a une hausse de plus de 10%, alors à ce moment-là, on est légitimé à contester le loyer. Une fois cette barrière de la recevabilité passée, donc il faut remplir une de ces 3 conditions, c'est seulement là que l'examen du loyer à proprement parler débute et qu'on va déterminer s'il est abusif ou non à l'aide de la méthode absolue qu'on a vue tout à l'heure, et donc si le rendement effectif du bailleur dépasse ce rendement admissible établi à l'aide de cette méthode de calcul. Voilà quelques éléments statistiques. Seulement 0,2% des loyers initiaux sont contestés. Donc il y a la question de... c'est difficile d'établir quelle proportion des loyers initiaux remplirait une des 3 conditions de recevabilité des contestations, mais définitivement nettement plus que 0,2%. Donc voilà, il y a quand même une crainte des locataires à recourir à cet outil, pour les raisons que j'évoquais avant, notamment cet élément un peu contre-intuitif de signer un contrat puis après de s'en plaindre. Et puis un manque d'information, même si on l'a vu dans les droits du locataire, le locataire peut demander à connaître le loyer. Alors soit le canton a rendu obligatoire l'usage d'une formule officielle, donc avec le contrat de bail, vous avez reçu l'information, mais si tel n'est pas le cas, vous avez en tous les cas le droit de la demander à votre bailleur qui doit vous la fournir. Mais là aussi, ça semble un peu étrange et contre-intuitif d'aller demander à son bailleur. D'ailleurs, j'aimerais savoir combien le précédent payait pour que si la différence est trop importante, je conteste le loyer. Donc voilà, c'est possible, mais c'est relativement peu utilisé. La contestation d'une hausse de loyer, donc le bailleur peut, pour chaque échéance contractuelle, majorer le loyer. Il doit le justifier, il doit l'expliquer. Cette fois-ci, principalement à l'aide des critères relatifs, donc une évolution, généralement la hausse des coûts ou bien des prestations supplémentaires, un agrandissement, une rénovation qui va au-delà du pur entretien. Et puis là, ces prétentions, elles doivent être notifiées sur la base de la formule officielle que je vous montrais avant. Et là, le locataire dispose de 30 jours pour contester cette hausse de loyer devant la commission de conciliation. Et puis à l'inverse, le locataire dispose de la faculté de demander
une baisse de loyer, il doit d'abord s'adresser à son bailleur. Donc là, on a une première phase qui est vraiment hors toute procédure, adresse au bailleur pour lui demander de procéder à l'adaptation. Là, l'élément principal, la situation classique, c'est justement l'adaptation de ce taux hypothécaire de référence à la baisse. Et puis ensuite, le bailleur doit se déterminer, il doit donner une réponse. Et puis si la réponse est insuffisante, négative ou qu'il n'y a pas de réponse, le locataire saisit la commission de conciliation pour faire valoir sa prétention, à nouveau examinée en principe sur la base de la méthode relative, donc loyer initial ou dernier loyer fixé, et puis comment les facteurs ont évolué jusqu'au nouveau moment. Quelques mots sur les commissions de conciliation, donc un petit peu comme j'ai compris le modèle luxembourgeois, donc aussi des autorités paritaires avec une présidence neutre et puis un représentant locataire, un représentant bailleur qui sont des assesseurs, la volonté d'être informel et confidentiel, avec en revanche une obligation de comparution personnelle pour essayer de trouver des solutions. Donc le bailleur n'a pas le choix de venir, ou alors s'il ne vient pas, le locataire obtient immédiatement l'autorisation de procéder, c'est-à-dire l'autorisation de saisir le tribunal des baux, qui du coup lui est une véritable entité, un tribunal civil disons, une véritable entité judiciaire. Et puis, dans certaines circonstances assez limitées, la commission peut faire une proposition de jugement. C'est un petit peu de la médiation avancée où on ne va pas seulement permettre aux parties de discuter entre elles, mais leur proposer une solution rédigée. Voilà, en très bref, j'ai bien conscience que c'est certainement un tout petit peu indigeste, vu la quantité de critères, de méthodes. C'est généralement dans les ouvrages juridiques qui traitent du bail, la question du loyer occupe un tiers des 1000 pages. Donc dans le temps imparti, c'était un peu difficile de vous le rendre plus digeste. On fera en sorte d'expliciter autant que possible les notions dans la contribution écrite. Et puis, on se tient volontiers aussi à disposition après sur ces questions. Et puis, je repasse la parole à Pauline pour quelques mots sur les pistes d'amélioration et les revendications militantes de l'ASLOCA pour améliorer ce système. Oui, merci beaucoup Mathieu. Donc oui, comme on peut le voir, on a un système qui est incertain. On a aussi une grande place au pouvoir judiciaire. Et puis surtout, en fait, en droit du bail, ce qu'on a, c'est des gros blocages politiques. Donc c'est très difficile de modifier le droit du bail en Suisse. Donc la Confédération a déjà essayé à plusieurs reprises ces dernières années de modifier les ordonnances qui concernent le droit du bail en mettant en place des dialogues, en rassemblant les parties bailleresses et puis les parties locataires, mais sans succès. Comme l'a dit Mathieu, une des volontés de l'ASLOCA est de revenir à un mécanisme de contrôle, comme ça existait déjà il y a environ 60 ans. Donc peut-être pas le même mécanisme, mais en tout cas trouver un mécanisme pour contrôler les loyers. Dans un pays où il y a plus de 60% de locataires, selon l'ASLOCA, ce n'est plus soutenable que la responsabilité de contestation revienne entièrement aux locataires. Et puis, il faut trouver un autre moyen, en fait, de justement contrôler les loyers sans que le locataire doive, de son côté, tout seul, au niveau individuel, agir. Il y a certains cantons qui ont déjà mis en place des mécanismes de contrôle. Par exemple, le canton de Genève a instauré un contrôle des loyers après les rénovations. Les contrôles ont déjà aussi, on l'a vu, existé par le passé. Donc, il y a des solutions qui existent pour contrôler les loyers et pour sortir de ce modèle individuel, mais entrer dans un modèle plus collectif de contrôle. Et donc, c'est vraiment une revendication de notre association de revenir, d'instaurer un mécanisme de contrôle des loyers en Suisse. Et puis, ça fera sûrement l'objet d'une initiative populaire peut-être dans les années à venir. Donc ça, c'est un petit peu pour notre stratégie offensive de l'ASLOCA. Mais il faut savoir qu'au Parlement fédéral, on a un déséquilibre qui malheureusement joue en défaveur des locataires. C'est très difficile de faire entendre la voix des locataires au sein de notre Parlement. Toute une série d'interventions parlementaires, d'ailleurs, ont été déposées par les parlementaires plutôt proches des milieux immobiliers.
et puis qui vise à détériorer les droits des locataires, par exemple en rendant plus difficile la contestation du loyer initial. Donc on a une initiative justement qui a été déposée dernièrement. Par exemple en restreignant les possibilités de sous-location ou bien en facilitant les résiliations de baux. Donc il y a toutes ces initiatives qui ont été déposées et puis là, la SLOCA se trouve dans une logique plutôt défensive où on doit tout faire pour se battre et puis refuser ces projets-là en lançant des référendums. Donc vous l'aurez compris, ce n'est pas très évident pour la SLOCA d'agir sur le plan politique, justement en raison de ce fort déséquilibre au Parlement. Mais la SLOCA continue de porter haut et fort plusieurs revendications. Il y a aussi toute une autre série de revendications qui concernent par exemple la crise énergétique. Donc par exemple, on a proposé de mettre en place une allocation énergétique pour faire face à l'augmentation des prix de l'énergie. On se bat aussi pour qu'il n'y ait pas de résiliation de baux après les rénovations. Donc ça, c'est un phénomène qui est assez présent dans les grandes villes, par exemple à Zurich ou à Genève, où on a des rénovations de parcs immobiliers, et puis ensuite qui entraînent toute une série de résiliations. Souvent aussi pour augmenter les loyers au final. On se bat aussi pour remplacer les installations de chauffage. On va d'ailleurs voter sur la loi qui s'appelle la loi climat en juin 2023 pour justement investir des milliards, 2 milliards je crois, pendant 10 ans pour justement remplacer les installations de chauffage. Et puis la SLOCA se bat aussi pour construire plus de logements d'utilité publique parce que justement ce petit 5%, cette part de 5%, est beaucoup trop, n'est pas du tout assez élevé, et puis il faudrait au moins arriver à 10 ou 15%. On se rend compte que c'est difficile d'agir au niveau fédéral, donc on a justement des possibilités politiques d'agir au niveau plutôt cantonal ou bien communal. Et là aussi, on a des personnes qui sont proches de notre association qui se battent justement pour améliorer les droits des locataires. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de ce qu'on avait à vous dire. J'espère que ça a été clair. Effectivement, il y a eu beaucoup d'informations en peu de temps, et puis c'est un système qui est assez complexe et qui est vraiment au centre de nos discussions, particulièrement en ce moment, ces derniers mois. Le logement, c'est vraiment le thème de cette année 2023. Et voilà, merci en tout cas de votre attention et au plaisir d'échanger avec vous.